combat important contre les talibans. Ce sont les Afghans qui, à présent, s'en chargent. Ils sont totalement responsables de la sécurité de leur pays. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, si la mission de combat des États-Unis en Afghanistan est finie, notre engagement à l'égard de l'Afghanistan et de sa population se poursuit. En tant que commandant en chef, je ne permettrai pas que l'Afghanistan soit utilisé en tant que refuge pour que les terroristes attaquent de nouveau notre pays. Nos forces restent donc engagées sur deux missions étroitement définies, mais critiques. La formation des troupes afghanes et le soutien aux actions antiterroristes contre les restes d'Al-Qaïda. Mais si on compare aux hommes que nous avons eus sur le terrain en Afghanistan, il y en a quelques milliers qui sont présents en ce moment. J'ai rencontré l'ensemble des services militaires et de renseignement américains et les Afghans de façon à suivre la situation sur le terrain pour déterminer si notre stratégie fonctionne et s'il fallait faire preuve de flexibilité. Je l'ai dit et j'ai toujours insisté, notre stratégie, c'est le développement d'une capacité afghane propre, afghane, efficace. Et à chaque fois qu'il a fallu faire des ajustements, notamment en termes de calendrier, nous l'avons fait. Aujourd'hui, je veux donner quelques informations aux Américains sur la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui. Les forces afghanes, depuis la fin de notre mission de combat, ont continué à se renforcer. Aujourd'hui, ils se battent pour leur pays avec bravoure et ténacité et avec des résultats. Et lorsque les talibans ont pris des villes comme ça l'était le cas à Kunduz, soutenus par la coalition, les Afghans ont réussi à les repousser. Cela a coûté la vie de milliers de soldats afghans et également de civils afghans. Et dans le même temps, les forces afghanes ne sont pas aussi puissantes qu'elles devraient l'être. Elles sont en train de développer des capacités d'une importance critique en termes de renseignement, de logistique, d'aviation, de commandement. Et dans le même temps, les talibans ont connu des succès, notamment dans des régions rurales, et sont encore capables d'attaquer des villes, y compris Kaboul. Et tout cela d'une importance critique. Nous le savions. Pendant la phase de transition, nous savions que les talibans essaieraient d'exploiter certains de nos mouvements, nos retraits de certaines régions, et qu'il faudrait du temps pour que les forces de sécurité afghanes se renforcent. La pression du Pakistan a signifié que davantage de membres d'Al-Qaïda se sont reportés sur l'Afghanistan. Mais ce qui se passe, c'est que dans des zones clés du pays, la situation de sécurité reste très fragile, avec parfois des risques de détérioration à ce stade. Heureusement, le président Ghani et le chef du gouvernement Abdullah ont un gouvernement stable qui soutient la présence américaine. Ils sont venus nous voir à Washington récemment et sont tombés d'accord pour qu'il y ait un maintien des forces américaines. À la suite de mes consultations avec les services personnels militaires, mais également avec M. Rani et M. Abdullah, j'annonce donc les mesures suivantes dont je suis convaincu qu'elles permettront des progrès de long terme en Afghanistan. Tout d'abord, j'ai décidé de maintenir notre position avec 9 800 hommes en Afghanistan sur l'essentiel de l'année 2016. La mission de ces hommes ne changera pas. Ces hommes continueront à poursuivre ces deux missions étroitement définies dont je parlais tout à l'heure, la formation des troupes afghanes et la lutte contre Al-Qaïda. Mais le maintien de notre position pour l'essentiel de l'année 2016, plutôt que d'accélérer le retrait, nous permettra de continuer à former cette armée afghane, non seulement pour la saison de combat qui s'annonce, mais pour la suivante. Deuxièmement, j'ai décidé que plutôt que de revenir d'ici la fin 2016 à une présence normale
À l'ambassade, nous maintiendrons 5500 hommes sur quelques sites, y compris Kaboul, Bagram, Jalalabad et Kandahar. Là encore, notre mission ne va pas changer. Il s'agira toujours de former les Afghans et de lutter contre le terrorisme, mais ces sites nous permettront d'avoir la présence nécessaire pour que les Afghans puissent quitter de leur mission. En ce sens, l'Afghanistan est une pièce importante du réseau antiterroriste dont nous avons besoin du sud de l'Asie jusqu'à l'Afrique pour lutter plus efficacement et plus rapidement contre les terroristes et empêcher des attaques contre notre patrie. Troisièmement, nous allons travailler avec nos partenaires pour avoir un alignement avec nos partenaires sur place. Il y a 42 nations qui font partie de la coalition d'Afghanistan et nous voulons que ces partenaires continuent à jouer un rôle important pour aider les forces afghanes de sécurité à se renforcer et également à faire respecter les droits de l'homme dans le pays. Et en fin de compte, parce que la bonne gouvernance reste un point essentiel, nous continuerons à soutenir le gouvernement d'unité afghan et le président Ghani à travers les réformes qu'il met en place. Il y a eu récemment des élections, des changements au sein du gouvernement et le président Ghani va continuer à agir pour soutenir l'état de droit. Comme je l'ai dit à Ghani, M. Ghani hier, la justice pour les Afghans, c'est là une tâche qui continuera à être soutenue fermement par les États-Unis. Nous ne pouvons pas séparer l'importance de la gouvernance des questions de sécurité. Plus ces réformes sont efficaces, mieux se portera la situation sécuritaire. Nous avons également parlé du soutien américain à une réconciliation nationale afghane. Pour être clair, garde des talibans et de tous ceux qui s'opposent au progrès de l'Afghanistan, la seule façon d'obtenir un retrait à 100% des Américains et des autres nations d'Afghanistan, c'est d'avoir un accord durable avec le gouvernement afghan. De la même façon, ceux qui offrent refuge aux talibans et d'autres terroristes ne pourront pas continuer à le faire. La semaine prochaine, je recevrai le Premier ministre pakistanais, M. Sharif, et je continuerai à dire qu'il faut que les talibans reviennent à la table des négociations de paix. Et pour finir, je voudrais parler directement à ceux dont les vies sont directement touchées par les décisions que je suis en train d'annoncer aujourd'hui. Aux Afghans, le peuple afghan qui a tant souffert, l'engagement du peuple américain à votre égard et à l'égard d'un Afghanistan uni et stable reste ferme. Nos deux nations ont forgé un partenariat stratégique de long terme et à l'heure où vous défendez et construisez votre pays, nous vous rappelons aujourd'hui que les États-Unis respectent leurs engagements. Et pour nos forces armées, certains d'entre vous, certains des soldats américains resteront en Afghanistan. Et l'Afghanistan est un pays qui reste dangereux. 25 braves Américains y ont perdu la vie cette année. Certains devront également rentrer, repartir en Afghanistan, et je ne le fais pas le cœur léger. Je connais les souffrances qu'ont vécues certaines familles américaines dans le cadre de ces engagements. Mais en tant que chef militaire, je crois que cette décision est essentielle pour la sécurité de la région et pour empêcher tout attentat contre les intérêts américains et sur le sol américain. Et aux Américains, vous savez que je ne soutiens pas l'idée de guerre interminable. Je l'ai souvent répété, mais étant donné les enjeux en Afghanistan et la possibilité d'y trouver un allié stable qui nous aidera à lutter contre diverses menaces à l'avenir, le fait que nous avons également une coalition internationale, je suis vraiment convaincu que nous devons faire cet effort supplémentaire. Avec le gouvernement afghan, nous avons un partenaire sérieux qui a
souhaitent notre aide. Nous avons également un accord de sécurité bilatéral et jour après jour, les forces afghanes sont sur place dans leur pays, perdent des hommes pour défendre leur pays. Elles ne s'attendent pas à ce que nous le fassions à leur place. Je me souviens d'un Afghan justement qui avait vu les destructions, les morts, et qui, à la suite de cela, avait pris la décision de devenir soldat dans le service des forces armées afghanes. J'avais également rencontré un membre d'un commando afghan qui disait « Je ne pourrais pas vous raconter les détails de ma vie ou je me mettrais à pleurer ». Et il m'avait dit « Plus nous aurons la paix et plus nous pourrons reconstruire le niveau d'éducation du pays et permettre à l'Afghanistan de se reconstruire. » Chers compatriotes, après tant d'années de guerre, l'Afghanistan ne sera pas un pays parfait. C'est un pays pauvre, tout d'abord, un pays pauvre qui va donc devoir faire l'effort de se sortir du sous-développement. Il y aura des difficultés, nous le savons, mais les Afghans, comme ceux dont je viens de vous parler, sont prêts à tout faire pour leur pays. Et si nous leur faisions défaut, nous mettrions en péril la sécurité des Afghans et la nôtre. Il y a des progrès en cours, des progrès modestes peut-être. Or, ce que nous allons faire, c'est une petite augmentation de la présence américaine, et c'est ce qu'il faut faire, car cette petite augmentation pourra faire toute la différence. Et Dieu bénisse les États-Unis et nos forces armées. Cette décision n'est pas décevante. J'ai toujours dit que mon objectif était de veiller à ce que nous ayons nous mettions à disposition des Afghans toutes les cartes, tout ce qui est nécessaire pour que l'Afghanistan avance. Et parfois, il faut faire preuve de flexibilité. Il y aura peut-être d'autres occasions, d'ailleurs, de faire preuve de flexibilité. Mais ce que je tiens à dire, c'est que notre gouvernement tient absolument à assurer la sécurité et une vie meilleure pour les Afghans. Et dans ce cadre, nous constatons qu'une claire majorité des Afghans souhaitent ce partenariat avec les États-Unis et la communauté internationale pour parvenir à ces objectifs. Voilà, retour sur le plateau de Politique. Donc, on vient d'entendre Barack Obama en direct de la Maison-Blanche. Donc, on va en parler avec nos invités, comme chaque jeudi dans Politique. Donc, à mes côtés, pour Slate.fr, Jean-Marie Colombani, bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, à nos côtés, Jean-Louis Bourlange, ancien député centriste européen, bonsoir. Bonsoir. Et puis, Frédéric Ancel, maître de conférence à Sciences Po et docteur en géopolitique et auteur de Petites leçons de diplomatie chez les éditions Autrement. Donc, on vient d'entendre Barack Obama. Donc, il a dit les forces afghanes ne sont pas encore aussi fortes qu'elles doivent l'être. Et 2, il ne laissera pas l'Afghanistan être un repère de terroristes. Voilà, donc, il a expliqué que les 9800 soldats présents sur place resteront en Afghanistan. Première question, est-ce que dans le fond, là, c'est Obama qui est repris par la réalité, par le réalisme, et donc il doit s'asseoir sur son dogme d'Obama, homme de la paix, qui ne voulait pas être le fils spirituel de George Bush. Et en tout cas, le Obama anti-Bush fils dans tous les cas de figure. Effectivement, il est rattrapé par la réalité, par la patrouille en quelque sorte, et cette patrouille, c'est celle des circonstances. Et il était très judicieux de la part de Barack Obama de tenter de rompre avec ce qu'avait fait Bush fils, et notamment une forme d'aventurisme sur une base plus ou moins mystique. Et là, on a affaire à quelqu'un qui est authentiquement pragmatique et qui connaît bien les relations internationales, ça c'est incontestable, mais qui a décidé, sans peut-être tenir compte des évolutions possibles ou probables en Afghanistan et en Irak, c'est-à-dire le retour à des forces
extrêmement hostile, donc situation qui nécessiterait le maintien d'un certain nombre de soldats américains, il a sans doute négligé ce type de possibilité. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quelque part, il rétropédale. C'est vrai en Afghanistan, c'est vrai sur d'autres théâtres d'opération, comme évidemment celui qui concerne le Moyen-Orient. Oui, et est-ce qu'il y a peut-être derrière aussi cela une forme de culpabilité, on va dire, parce que sur la Syrie, on a vu qu'il s'était là aussi assis sur sa fameuse, on va en parler, sur sa ligne rouge. Est-ce que là, il y a aussi une culpabilité qui joue? Donc, bon, même s'il y a des bombardements, bien sûr, en Syrie, mais peut-être le fait de ne pas avoir, de s'en préoccuper plus tôt, est-ce qu'on aurait pu éviter ce qui se passe là aujourd'hui? En Syrie, absolument. Je pense qu'Obama porte une écrasante responsabilité. Il y a 2 ans de cela, donc dans la crise des gaz neurotoxiques utilisés par Assad contre sa population, une écrasante responsabilité quant au caractère aujourd'hui incontournable de la Russie en Syrie d'une part, et au caractère pratiquement indéboulonnable d'Assad. Or, une grande puissance doit être crédible. La puissance n'est, j'allais dire, honorable qu'à condition qu'elle s'assume. Et si le manque de crédibilité apparaît, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les alliés des États-Unis dans l'Est asiatique, par exemple, le Japon, bien évidemment, la Corée du Sud, les Philippines, dans une certaine mesure, se sentent extrêmement inquiets, angoissés par cette faculté des États-Unis de ne pas tenir tous leurs engagements. Et les Japonais, on l'a bien vu via le Premier ministre nationaliste Shinzo Abe récemment, a modifié l'article numéro 9 de la Constitution japonaise. Et aujourd'hui, très concrètement, à partir d'aujourd'hui, eh bien, les Japonais peuvent projeter des forces à l'extérieur de l'archipel et peut-être qu'un jour, ils décideront de se réapproprier le droit de fabriquer une bombe parce qu'ils ont peur de la Chine. Mais surtout, ils ont peur d'un retrait américain ou d'un affaiblissement des États-Unis via ce manque de crédibilité. Donc, plus qu'une question de culpabilité, je pense qu'Obama se rend peut-être compte qu'en termes de crédibilité politique et par conséquent militaire en Afghanistan et peut-être aussi en Syrie, effectivement, il doit quelque part reprendre du poil de la bête. Oui. Jean-Louis, peut-être Oui, je ne sais pas si c'est un problème de culpabilité ou d'anti-Bush. J'ai quand même le sentiment qu'il faut être assez nuancé sur ce plan parce que Obama a été très hostile à l'intervention en Irak, à juste titre. Il avait dit ça n'avait absolument rien à voir avec l'affaire du 11 septembre. En revanche, il avait soutenu, et pour des raisons qui sont très explicables, les opérations en Afghanistan où on s'attaquait carrément à Al-Qaïda, c'est-à-dire à l'origine de l'affaire du 11 septembre. Donc je crois qu'il a été assez nuancé. Et si ça ne marche pas, c'est qu'effectivement, il y a un problème fondamental, c'est que, je dirais, c'est un peu comme les régimes. Dès que vous arrêtez, ça repasse mal. Et donc là, c'est dès que vous vous retirez, vous avez une situation qui n'est pas pacifiée, qui n'est pas stabilisée, et donc vous avez énormément de difficultés. Nous vivons exactement, mutatis mutandis, les mêmes problèmes au Mali, où l'idée d'une intervention courte au Mali, ça n'a pas marché. On a fait une intervention courte en Libye. Alors au Mali, on reste. On a fait une intervention courte en Libye. Oui, mais ça a été suivi d'un processus politique au Mali, Jean-Louis, ce qui n'a pas été fait en Libye. Oui, mais alors là, justement, le procès. Alors c'est pour ça que moi je suis aussi assez réservé sur le problème syrien. Je suis entièrement d'accord avec l'idée des lignes rouges. Je crois qu'il y avait un ami diplomate qui disait au Quai d'Orsay, les lignes rouges, il faut les réserver au pyjama. Et je crois que c'est assez juste, parce que quand on les franchit, après, on a dit il faut faire quelque chose. Donc la grande erreur vis-à-vis des Russes, ça a été cette espèce d'effondrement de la volonté, qui a été effectivement un vif encouragement pour Poutine. Mais en même temps, les Russes, de toute manière, étaient directement concernés par les affaires de Syrie. Ils n'auraient pas laissé faire un effondrement de Bachar el-Assad qui se serait traduit par une remise en cause de leur position en Syrie, notamment de leur base. Donc là, de toute manière, il y avait... Et puis d'autre part, je ne vois pas en quoi l'intervention en Syrie, quelles que soient les horreurs de Bachar el-Assad, aurait débouché sur un processus politique moins aventureux que le processus politique qu'on a connu en Irak après l'effondrement de Saddam Hussein. Donc je pense que dans ces affaires-là, il n'y a en vérité que de mauvaises solutions. Et quand vous ajoutez au fait qu'il n'y a que de mauvaises solutions, un tempérament manifestement hésitant comme celui d'Obama, vous avez un résultat qui effectivement est un peu angoissant. Et justement, le résultat des Russes, c'est-à-dire le résultat des Russes qui aujourd'hui attaquent sont aux côtés de Bachar el-Assad, est-ce que c'est le résultat, on va dire, d'un vide laissé par les États-Unis, peut-être sur ce dossier-là, Jean-Marie? Pour revenir juste au discours précédent de Barack Obama, c'est-à-dire au non-retrait d'Afghanistan, qui était son engagement de campagne électorale, il voulait quitter le pouvoir ayant tenu ses engagements.
Ça renvoie en effet à la situation en Irak, puisqu'en Irak, il a en effet retiré tout le contingent américain et on lui impute aujourd'hui, à tort ou à raison, je ne sais pas, peut-être exagérément, on lui impute l'affirmation sur le terrain de Daesh. Daesh qui est quand même né, qui s'est construit sur les décombres de l'armée irakienne. Et le reproche qui est fait à Obama, c'est justement d'avoir, au nom du respect de son engagement électoral, d'avoir retiré tout le contingent américain et d'avoir laissé le champ libre à quelque chose qui n'était pas encore suffisamment fort. Donc c'est le raisonnement inverse qu'il tient aujourd'hui en Afghanistan, puisqu'il dit l'armée afghane n'est pas assez forte. Il eût fallu qu'il dise en temps et en heure l'armée irakienne n'est pas assez forte, et peut-être on aurait évité la montée en puissance de Daesh. Donc là, on est vraiment au cœur d'un débat essentiel. Par ailleurs, sur la Russie, je ne sais pas si Jean-Louis a raison, mais c'est vrai qu'au moment où Obama, alors que la France poussait pour que l'idée était que Bachar el-Assad était à l'agonie, et qu'il suffisait d'un petit coup d'épaule pour qu'il tombe, donc il suffisait de frappes aériennes ciblées. Je pense que ce qui a joué aussi dans le retrait d'Obama, donc ça nous amène à la Russie, c'est le fait que Vladimir Poutine avait posté quelque chose comme 17 ou 18 navires, je ne sais plus, à l'attaquer, et que ces navires avaient vocation éventuellement à balancer des missiles sur les avions qui aurait la prétention de bombarder Bachar el-Assad. Et donc, au fond, c'est la confrontation qu'a refusé Barack Obama, in fine, avec comme résultat immédiat le fait que Poutine s'est évidemment engouffré sur ce terrain laissé libre. Et aujourd'hui, il est là, il tient les clés, il tient en grande partie les clés de la situation sur le terrain, parce qu'il y a eu un vide créé de ce point de vue. Est-ce que Poutine remplit le vide laissé par les Américains? J'ai même presque envie de vous dire qu'il est en train de faire le sale boulot qu'on ne veut pas faire. Parce que Poutine n'ira pas au sol au sens où ce ne seront pas les conscrits comme en Afghanistan de 79 à 89 qui étaient allés affronter au moins autant les éléments géographiques que les Moudjahidines. Mais en revanche, sur le territoire alaouite, sur la montagne littorale méditerranéenne qui intéresse au premier chef les Russes, puisqu'effectivement ils y ont une base, et leur seule base navale dans tout le bassin méditerranéen. C'est sa seule ouverture sur la Méditerranée. La seule. Et la Syrie, il faut quand même le rappeler, est alliée de l'ex-URSS depuis 1951. Donc là, on a quelque chose d'au fond extrêmement banal. Mais les Russes sont en train de faire une partie du boulot qu'on ne veut pas faire, c'est-à-dire malgré tout envoyer des commandos au sol et frapper très fortement. Parce qu'on ne veut pas de mort. Frédéric, il ne s'agit pas du même travail. Non, parce que Vladimir Poutine cible manifestement l'opposition syrienne qui aurait vocation à s'intégrer à un jeu politique d'un nouvel État syrien, y compris avec des éléments du régime actuel, et laisse de côté Daesh qui intéresse au contraire cette opposition syrienne comme elle intéresse Européens et Américains et pays de la région. Donc l'initiative est différente. Mais parce que l'objectif est différent. L'objectif de Poutine, très clairement, est de soutenir le pouvoir de Bachar el-Assad, le pouvoir alaouite baassiste, donc nationaliste pan-arabe, officiellement en tout cas, au moins sur ce qui reste de la Syrie, qui est d'ailleurs la Syrie utile. Pour le reste, c'est essentiellement deux vallées du désert. Donc ça, et pour servir cet objectif, sa stratégie, c'est de frapper à peu près tout le monde, et d'ailleurs pas prioritairement Daesh, puisque Bachar el-Assad, dans son cynisme absolu, n'a jamais combattu directement Daesh. Il préfère avoir la peste en face de lui étant le choléra ou vice-versa, si vous préférez, tandis que nous autres occidentaux préférerions en principe, bien qu'on ne les ait pas tellement soutenus, l'armée syrienne libre et des composants effectivement modérés et démocratiques, alors que Daesh est évidemment notre ennemi suprême. Ce qui est notable, c'est juste de noter que ça fait 1 an, exactement, qu'il y a des frappes aériennes ciblées de la part d'une coalition essentiellement d'avions américains, et qu'au bout de ces 1 an, il y a manifestement 0 résultat, que Daesh a continué de s'étendre, et pire encore, que Daesh recueille à peu près $1,5 milliard de dollars de profit des puits de pétrole qu'elle a saisis, que cette organisation a saisi. Donc c'est un échec qui mérite qu'on y regarde quand même de plus près sur ce que peuvent être des effets de cibles aériennes, de frappes aériennes. Un seul mot sur le plan militaire. Je ne suis pas d'accord avec ce constat, parce que Kobané a été perdu, n'a pas été conquise. Erbil, au Kurdistan, n'a pas été conquise. Or, c'était l'un des objectifs de Daesh. Bagdad n'a pas été encerclée. Alep n'a pas été conquise. La Jordanie n'a pas été attaquée, sans doute de peur d'une réaction israélienne. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord. On ne refait pas l'histoire. Mais inversons le postulat. S'il n'y avait pas eu cette campagne de bombardements aériens, où en serait Daesh aujourd'hui? Voilà, c'est une question. Alors Jean-Louis, vous vouliez intervenir? Oui, non, je voulais simplement dire que la situation de Poutine est assez claire. Il aborde cette question comme il faut l'aborder quand on est Poutine, c'est-à-dire qu'il sait quels sont ses ennemis,
quels sont ses amis, il met les moyens qu'il faut, et donc c'est une situation claire. Nous, notre problème, c'est qu'on est en plein, dans la phrase de Sénèque, je crois que c'est Sénèque, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où est son port. On est quand même dans une situation extraordinaire. Nous, Français, en tout cas, on a très peu de moyens. On ne sait pas quels sont nos amis, on ne sait pas quels sont nos ennemis. On en a dans chaque camp. Un peu paumé. On en a dans chaque camp. Et en plus, on ne facilite pas une solution politique en sortant l'idée qu'il faut maintenant, quelles que soient les horreurs de Bachar el-Assad, le déférer devant le tribunal pour crime contre l'humanité, ce qui est la chose du monde qui ne facilite pas une solution pacifique. Donc nous ne savons pas ce que nous voulons. Les Russes savent ce qu'ils veulent. C'est quand même une très grande différence. Et quant à Obama, et la deuxième chose, c'est que nous n'aimons pas, Tocqueville a écrit là-dessus des choses tout à fait remarquables sur les démocraties et la guerre. Les démocraties ne font la guerre que quand elles sont attaquées. À ce moment-là, elles mobilisent tous leurs moyens, et quand elles sont dans des guerres aventureuses comme ça, elles ont énormément de difficultés à consentir à la guerre. Et là, on fait la guerre sans la faire. Je crois aussi, moi, comme vous, Frédéric, je crois que Daesh, c'est pas une puissance militaire tellement vaillante. Mais alors, il y a une chose qu'il faut ajouter, c'est que c'est pas simple, que le problème quand même, c'est aussi Bush fils, parce que la vraie origine, c'est quand même l'après. Démolir Saddam Hussein, ça pouvait se discuter, mais ce qu'on a fait après, c'est-à-dire rejeter complètement l'ensemble du personnel politique, administratif, religieux, bassiste dans une opposition, ça a quand même créé un vide du côté sunnite qui est absolument impressionnant. Et là, on voit bien que les victoires, elles sont remportées soit par des Kurdes, soit par des chiites, que Bachar el-Assad, c'est un alawite, donc proche des chiites. On a bien là aussi, il a des alliés, Poutine. Et tout ça, c'est quand même extraordinairement grave, car on n'apporte pas une réponse à visage humain, si je puis dire, à l'attente des milieux sunnites. Et moi, je pense que l'argument de Jean-Louis est quand même le pire des arguments, parce que ça revient à dire Bachar, au fond, est la moins mauvaise solution. Non. Et donc, il faut continuer à... Ben, si, c'est la position de Poutine, enfin, qui n'est pas la moins mauvaise des solutions. Pour lui, c'est la bonne solution. Mais nous, certains Européens, comme Américains, sont quand même sur une ligne, me semble-t-il, assez claire, qui est l'ennemi, c'est Daesh, d'une part, mais c'est aussi Bachar el-Assad, qui est quand même en nombre de morts, en nombre de massacres, en nombre de réfugiés provoqués, est quand même le facteur essentiel. Et Bachar ne serait pas resté en place si Poutine ne l'avait pas aidé depuis le début. Donc on est quand même là devant, typiquement, le pompier pyromane. Alors, si ma grand-mère avait de la barbe, ce serait mon grand-père. Jean-Louis. Au pyjama rouge. Au pyjama rouge. Je ne pense pas que ce soit de Sénèque, celle-ci. Votre grand-mère en pyjama rouge. Voilà. Il n'y avait pas de Sénèque, ni de Tocqueville, ni le pyjama rouge. On mélange la grand-mère, le pyjama et Sénèque. Parfait, c'est quelle brillance cette émission. En tout cas, on va aussi parler de l'Europe parce que tout se tient dans le fond. Pourquoi vous regardez votre montre, Jean-Louis, vous êtes pressé? Non, parce que je demandais, parce qu'Obama nous a piqué une grande partie de notre parole. Alors non, on a encore un peu de temps. Savoir si on a encore quelques minutes. Donc, comment l'Europe peut contrôler ses frontières? Eh bien, c'est le sujet, en tout cas, du 4e sommet qui se tient aujourd'hui à Bruxelles, donc à la crise des migrants, alors que la crise a lieu aussi en Syrie, on vient d'en parler, elle s'intensifie avec les frappes russes, une escalade militaire qui va jeter sur les routes encore plus de réfugiés, et l'Europe va en subir donc les contre-coups, car on le sait maintenant, les Russes ne bombardent pas seulement les positions de Daesh, mais l'opposition syrienne. Alors dans le fond, les deux sujets, ils sont liés, ils sont intimement liés aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe aussi en Europe aujourd'hui avec ce sommet. On sait qu'Angela Merkel va aller en mission en Turquie pour essayer de contenir l'afflux de migrants qui arrivent en Turquie et des réfugiés qui veulent se rendre en Europe. Voilà, comment aujourd'hui l'Europe peut faire pour stopper cet afflux? D'abord, je pense qu'il faudrait qu'elle soit, pardon, c'est extraordinairement banal, plus unie. Et sur les questions proches et moyen-orientales, le moins qu'on puisse dire est qu'elle ne l'est pas. Ça, c'est le premier point. Poutine, lui, il est tout seul. La Russie, c'est quelque chose d'extrêmement cohérent. L'Europe, d'un point de vue géopolitique, ça ne l'est pas. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faudrait tenter de résorber le fossé identitaire, car nous sommes bien en train de parler d'identité, entre l'Europe orientale et les franco-britanniques pour faire extrêmement court. Et les Est-européens
nous le disent, notamment dans les cercles diplomatiques, parfois de façon pas polie du tout. Vous autres, les Français, les Anglais, vous avez colonisé, vous avez été des impérialistes, vous avez joué avec Kadhafi, avec Assad, avec Saddam, que sais-je encore. Nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la remontée en puissance de la Russie. Donc, l'affaire des migrants, on l'a bien vu avec, avec la réponse ou la réplique parfois assez dure des Tchèques, des Polonais et d'autres, doit nécessairement être discutée. Si l'Europe a encore une vocation à être plus ou moins unie, il faut absolument discuter cela avec nos partenaires d'Europe orientale qui sont peut-être faibles mais qui sont nombreux. C'est le deuxième point. Et le troisième point, le principal, c'est la Turquie. Aujourd'hui, la Turquie vit ou effectue, si on se met du côté d'Erdogan, une véritable dérive à la fois ubuesque du point de vue de son président, une dérive ubuesque, une dérive autoritaire, notamment anti-liberté, notamment liberté de la presse, entre autres, une véritable dérive sur la question du Kurdistan, et surtout une volonté très concrète d'exercer des pressions sur l'Union européenne en laissant passer absolument tout le monde, y compris, très franchement, des gens qui doivent être extraordinairement proches de Daesh, parce que, pardon, je finis sur cette phrase-là, en tout cas sur cette question, la Turquie a démontré ces dernières années une faculté extraordinaire à frapper tout ce qui ressemblait à un Kurde, mais certainement pas à ce qui ressemblait à quelqu'un de Daesh. Et là, on retrouve quelque chose de très idéologique. L'AKP, au pouvoir de façon tout à fait démocratique depuis 2002, est un parti islamo-conservateur. Islamo-conservateur. Et aujourd'hui, cette volonté d'exercer des pressions sur l'Europe, c'est pour ça que je parlais d'identité, ce n'est pas que du pragmatisme, on a aussi affaire à une question identitaire. Or, Mme Merkel et l'Union européenne a quand même, me semble-t-il, encore certains moyens de pression qui pourraient peut-être faire réfléchir à deux fois les Turcs sur cette politique. Justement, c'est quoi ces moyens de pression dont vous parlez? Parce que vous venez de le dire, la Turquie est un point clé dans le problème. Est-ce que l'Union européenne, Jean-Louis, a un plan d'action vis-à-vis des Turcs et vis-à-vis d'Erdogan? Je vais de plan d'action, mais moi, l'Union européenne, il faut cesser de parler de l'Union européenne. C'est comme quand vous avez une SCI, une société civile immobilière qui gère un appartement de 3 personnes de la même famille. On ne dit pas que c'est la SCI qui fait ça mal, qui fait pas bien, c'est les 3 personnes qui s'entendent pas. Donc la vérité, c'est que les États européens, parce que c'est l'Europe des États, il n'y a pas d'autre. L'idée que ce soit des européistes, comme dit Védrine, ça n'a aucun sens. C'est les États européens, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, etc. Bon, et effectivement, ils n'ont pas véritablement de projet. Alors moi, j'ai écouté ce que vous venez de dire. Je trouve ça. Il y a des choses sur lesquelles j'aurais peut-être des nuances, mais je trouve ça tout à fait juste. Mais je me demandais, qu'est-ce que ça permet à M. Hollande ou à Mme Merkel de faire concrètement? Moi, je crois que c'est très difficile. Il faut peut-être repartir des faits, simplement. Des faits de ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il y a un plan d'action sur la table. C'était une introduction. Je vous rassure, le dispositif sera plus court. Non, je veux simplement dire que, concrètement, c'est extrêmement difficile de régler ça, mais il n'y a quand même que 3 principes. La devise fondamentale de l'Europe, que personne ne connaît, c'est égoïsme bien ordonné commence par les autres. C'est-à-dire le contraire de charité bien ordonnée commence par soi-même. Si vous voulez que vos intérêts soient défendus, vous devez prendre en compte les intérêts légitimes des autres. Et c'est ça le pacte européen depuis 1950. Bon, eh bien là, en l'occurrence, il faut d'abord agir très fortement chez ceux qui sont près du théâtre, et les Jordaniens, les Libanais, même les Turcs, encore que la Turquie soit cette poudrière avec les élections, cette quasi-guerre civile qui va s'emparer, c'est une situation terrible. Mais enfin, on a l'Égypte, on a la Tunisie, on a tout un tas de pays qui sont plus ou moins proches des zones et qui, eux, prennent l'essentiel de l'effort. Il faut qu'on arrête, que les Français arrêtent. Ils n'ont même pas 40 000 réfugiés. C'est absolument peanuts à côté des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes qui se trouvent dans ces pays. Donc là, si on ne veut pas qu'ils soient chez nous, on a un premier devoir, c'est d'aider vraiment massivement les gens, les pays voisins, à traiter ces questions et à leur permettre d'avoir une position d'attente en attendant qu'ils puissent rentrer dans leur pays. Bon. Deuxièmement, il faut effectivement agir aux frontières. Et là encore, les moyens de l'Union européenne ont été insuffisants. On ne va pas demander à Malte, ce petit pays, même à l'Italie, Lampedusa, etc., ou à la Grèce, surtout à la Grèce, d'être le sas unique avec cette administration
administration extrêmement fragile, ses moyens financiers inexistants, etc. Si on n'a pas une vraie solidarité sur le tri, les centres d'accueil, alors c'est difficile à mettre en œuvre et l'Europe est lente. Elle arrive à des solutions de bon sens, mais elle y arrive très lentement. Et enfin, il faut effectivement partager. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre différence sur je crois que c'est les petits et les grands pays. Les petits pays se disent on s'en fout, ce qui compte c'est l'Europe et ce qui se passe au-delà de la Méditerranée, etc., ou au-delà bon, c'est pas... Mais en revanche, ils disent surtout tout haut... ils sont pas tellement... Parce qu'Orban est quand même poutiniste d'une certaine façon. Maintenant, ils disent quand même tout haut ce que beaucoup de gens en France pensent... tout haut également. Je me rallierai plutôt à la deuxième partie du professeur Bourlanges, c'est-à-dire sa partie dispositif, parce que là, on approche mieux la réalité. La réalité, c'est que l'intérêt commun existe, l'intérêt de toute l'Europe, c'est que les frontières commencent à exister. Elles n'existent pas aujourd'hui, les frontières communes de l'Union. Et l'important, le fait marquant, c'est que pour la première fois, les Européens mettent sur la table la question et la pratique de comment contrôler les frontières de l'Union, ce qui était un sujet que les gouvernements ne voulaient pas voir traiter parce que chacun voulait rester maître chez soi. Donc ça, c'est un progrès. Après, il faudra évidemment passer aux actes, mais c'est déjà un progrès parce que les moyens de contrôle de la frontière sont dérisoires aujourd'hui. Les moyens de Frontex sont absolument dérisoires. Donc ça, c'est le premier. La conséquence de cela, c'est en effet l'attitude avec la Turquie. Et l'attitude avec la Turquie de l'Union européenne, car il faut bien parler de l'Union européenne, représentée en l'espèce en Turquie par le président du Conseil, Donald Tusk, par le président du Parlement européen, Martin Schulz, et par le président de la Commission avant la visite d'Angela Merkel. C'est un revirement total de l'attitude de l'Union européenne vis-à-vis de la Turquie. Hier, on le tenait à l'écart de l'Europe, justement à cause de son islamo-conservatisme, islamo-islamisme. Mais quelle contrepartie on lui donne aujourd'hui? C'est ça que j'aimerais comprendre. De l'argent d'abord, parce qu'il en demande, de l'argent pour lui permettre de sécuriser et de développer les camps de réfugiés, de façon à éviter qu'il ne laisse passer ces réfugiés vers l'Europe. Et ensuite, ce sera un marchandage, parce qu'au fond, ce que demande Erdogan à l'Europe, c'est en échange de le reconnaître comme un pays sûr. La notion de pays sûr, ça veut dire que s'il pourrait être assimilé à un pays comme les nôtres, et donc au fond lui délivrer un certificat de bonne conduite internationale. Donc le marchandage, enfin les discussions commencent et vont avoir lieu ce week-end et sont excessivement importantes. On va suivre ça. Le chef ne l'est pas. Non, bien sûr. Mais c'est en effet en Turquie que ça se passe. C'est de la Turquie que dépendra le fait que des gens continuent à passer vers la Grèce. Et plus encore, ce que demande l'Union européenne à la Turquie, c'est très concret. C'est d'accepter les réfugiés que la Grèce va lui renvoyer et continuer de lui renvoyer parce qu'ils ne sont pas des réfugiés précisément, parce qu'ils ne sont pas éligibles au droit d'asile. C'est fondamental pour la suite. Alors, on voit que en France aussi... Qui va gagner les élections aussi, c'est ça la question. Les législatives en Turquie. Oui, c'est bientôt. Si Erdogan on ne peut rien privé, faire tant que c'est pas réglé, on verra si on peut faire quelque chose après. Alors en France, la situation, on l'a vu, divise aussi beaucoup les hommes politiques. Mais nous, on avait pensé avec Jean-Marie, pour concocter cette émission avant qu'on soit obligé d'écouter Obama, et donc forcément d'un peu improviser notre débat. Et c'est un honneur. C'était notre invité ce soir. C'était notre invité exceptionnel, Obama. Mais nous, on avait choisi de parler de la poutinisation de la droite en France. Et donc, il nous reste quelques minutes. Et je vous propose d'écouter le petit sujet concocté par Laure Wagner. Et on en parle tout de suite après. Vladimir Poutine, reçu en grande pompe à l'Élysée. En amont d'un sommet sur l'Ukraine, François Hollande s'est entretenu avec son homologue russe sur le conflit en Syrie. Les deux chefs d'État partagent des positions divergentes sur le sujet, et tout particulièrement sur le sort de Bachar el-Assad. Le Kremlin défend le président syrien depuis le début de la crise, tandis que la France, comme les États-Unis, demandent son départ. Mais le conflit qui s'enlise sur le terrain a forcé les Occidentaux à revoir leur stratégie militaire et à replacer le président russe au centre du jeu diplomatique. Fin septembre, Vladimir Poutine a ainsi fait son grand retour à la tribune des Nations Unies, où il a présenté son plan pour combattre l'organisation de l'État islamique. Nous proposons de créer une large coalition antiterroriste internationale, à l'instar de la coalition anti-hitlérienne. Celle-ci pourrait unir dans ses rangs les forces les plus diverses, prêtes à combattre de façon radicale ceux qui, comme les nazis, sèment le mal et la haine.
Une coalition élargie aux pays arabes donc, et chargée d'épauler le président syrien dans la lutte contre le terrorisme. Si Hollande continue de s'opposer à Poutine sur cette question, l'opposition en France est beaucoup moins catégorique. À commencer par la présidente du Front National, qui n'a jamais caché son soutien à la politique extérieure de la Russie. Il n'y a pas d'autre moyen, si l'on veut éradiquer l'État islamique, que de s'associer dans le cadre d'une large coalition avec Bachar el-Assad pour pouvoir mener à bien ce processus d'élimination de l'État islamique. Chez les Républicains, François Fillon salue l'opportunité du plan présenté par Vladimir Poutine face à l'urgence de la situation sur le terrain. À force de faire du sort de Bachar el-Assad le nœud d'une stratégie collective pour abattre l'État islamique, on reste au point mort, et pendant ce temps-là, les fanatiques avancent. Le président du parti, Nicolas Sarkozy, appelle aussi au dialogue avec le président russe. Ce mercredi, il a fait savoir qu'il se rendrait à Moscou d'ici la fin du mois. Enfin, même s'il ne cite pas le nom du dirigeant syrien, François Bayrou se prononce également en faveur d'une alliance avec la Russie pour résoudre la crise syrienne. La Russie doit être un partenaire de notre avenir. Europe et Russie doivent évidemment construire ensemble. Et évidemment, Daesh, en raison de tout ce que Daesh fait, de toutes les atteintes insupportables, des atrocités étalées, mises en scène, de la peur que Daesh cherche à indiquer, mais je reviens à doit être le premier objectif. La question du maintien de Bachar el-Assad divise encore la classe politique française. Mais aujourd'hui, tous ont bien compris que pour résoudre la crise en Syrie, il faut désormais compter avec Vladimir Poutine. Alors Jean-Marie, il y a une poutinisation des esprits à droite? Il y a une fascination pour Vladimir Poutine. Alors mettons à part ceux qui sont fascinés par l'autoritarisme et la dérive autoritaire de Vladimir Poutine, ça existe. Mettons à part aussi le Front National, parce que le Front National est financé grâce à un prêt d'une banque russe. Je n'imagine pas qu'il y ait un tel fossé entre la dite banque russe et le pouvoir russe tel que le pouvoir russe fonctionne aujourd'hui. Alors imaginons un seul instant, imaginons un seul instant que les Républicains, par exemple, l'ex-UMP, nous expliquent un jour qu'après les difficultés de Big Malion, etc., les difficultés financières, ils ont souscrit un prêt auprès d'une banque russe. Vous imaginez le scandale permanent, avec la plupart des médias grimpant au rideau pour interpeller Nicolas Sarkozy. Là, vis-à-vis de Marine Le Pen, silence radio absolu. C'est passé comme une lettre à la poste, mais ça se traduit par des prises de position, à mon avis, qui ne sont pas étrangères à cela. Les autres, je pense qu'il y a une permanence à droite, mais pas seulement à droite, aussi à gauche, de l'anti-américanisme. Et que beaucoup se range derrière Poutine, au fond, avec comme motif principal l'anti-américanisme. Regardez même un François Bayrou, héritier d'une famille politique, qui est censée être une famille politique plutôt atlantiste, et qui aujourd'hui se met à faire le procès des États-Unis pour faire l'éloge en face de Vladimir Poutine. Donc il y a un vrai sujet de politique. Je mets totalement à part Alain Juppé, qui n'est absolument pas sur ses positions, ni le gouvernement, le président de la République actuelle. Mais chez d'autres leaders, il y a un vrai problème, je pense. Oui, Jean-Louis. Moi, je crois que c'est tout à fait exact. Sur Bayrou, par exemple, vous connaissez bien. On peut mettre en facteur commun tout cela. C'est une tenace horreur française du libéralisme sous toutes ses formes. Le libéralisme pour les Français, c'est la plutocratie, c'est le mal, c'est l'Amérique. Or, le libéralisme, c'est pas du tout ça. Et donc, vous retrouvez dans le goût pour la verticale du pouvoir, l'autorité, le nationalisme, l'anti-américanisme. Et s'agissant de Bayrou, que je connais bien, Bayrou est un démocrate chrétien. C'est un peu comme Hergé, si vous voulez. Hergé n'aimait pas Tintin en Amérique. Il n'aime pas l'Amérique, il n'aime pas un certain nombre de choses comme ça. Les chrétiens, c'est la doctrine sociale de l'Église, c'est assez rerum novarum, etc. C'est assez antilibéral. Alors, c'est pour ça, moi, j'ai toujours remarqué chez François Bayrou une très grande réserve, depuis toujours, à l'égard des États-Unis, parce que c'est à la même attitude que celle de Georges Duhamel, décrivant les abattoirs de Chicago, qui inspire directement Hergé dans Tintin en Amérique. On a tout ça. Alors, Hergé, en plus, c'était Tintin chez les Soviets, donc il n'aimait pas les Soviets. Mais maintenant, c'est chaque fois que vous posez la question de savoir quelle attitude il faut avoir avec Poutine,
au fond du cœur des Français, il y a ce que dit Jean-Marie, c'est au moins il est contre les Américains. Mais ce que disait tout à l'heure, je crois que c'était vous, Frédéric, qui disiez, dans le fond, c'est la peste ou le choléra. Et certains à droite sont assez pragmatiques. Dans le fond, ils considèrent que Daesh, c'est plus important que Bachar. Et donc, du coup, comme vous le disiez tout à l'heure aussi, Poutine fait le sale boulot qu'on ne veut pas faire. Charlie Hebdo, l'hypercacher, c'est pas Assad, c'est l'islamisme radical. Alors, c'est peut-être pas Daesh, signé Daesh, mais aujourd'hui, manifestement, l'immense majorité de Français, d'Européens, sans doute d'Occidentaux, et sans aucun doute d'Arabes, de façon générale d'ailleurs, dans le monde arabe, considèrent que le fléau absolu et le plus dangereux, en tout cas aujourd'hui, c'est l'islamisme radical, dont la version aujourd'hui la plus dangereuse, ou dont l'un des fers de lance les plus pointus, serait effectivement Daesh. Alors, de ce point de vue-là, il y a peut-être une tentation que je critique, mais il y a sans doute une tentation de passer par pertes et profits, ce qu'a pu faire, ou ce que peut faire aujourd'hui Assad, c'est-à-dire de véritables crimes contre l'humanité, et de passer par pertes et profits l'objectif dont on a vu en réalité tout à l'heure, l'objectif de Poutine, dont on a vu qu'il était celui de maintenir coûte que coûte, notamment coûte que coûte moralement, son allié dans la région. Par ailleurs, effectivement, je souscris à ce qui a été dit, et j'ajouterais peut-être que en France en particulier, peut-être par rapport à d'autres pays occidentaux, la Russie, et notamment dans sa version autoritaire au pouvoir, c'est-à-dire pratiquement tout le temps, depuis au moins Alexandre III, je vous ferai grâce de Catherine de Russie, il y a le peuple français entretient une sorte, de fascination, mais pas seulement pour Poutine aujourd'hui, pour les dirigeants russes, et y compris d'ailleurs, lorsque ceux-ci étaient communistes. À certains égards, la population française démontrait par rapport aux autres peuples européens une sorte de patience, parfois peut-être de complaisance vis-à-vis de la Russie, et on la retrouve de la Grande Russie, mais absolument. Oui, et aujourd'hui, parmi les arguments qu'on entend aujourd'hui, absolument, et parmi les arguments qu'on entend aujourd'hui, de Giscard aussi. Mais il y a eu un prisme brejnevien de Giscard, absolument. Une période plus récente. Oui, et parmi les arguments qu'on entend, certains sont teintés d'une espèce de sentimentalisme parce que c'est la Russie. Et ça, je crois que c'est assez propre à la France. Mais je pense que ce que tout le monde oublie, ceux-là oublient au passage, c'est que c'est la Crimée, c'est l'annexion de la Crimée, et c'est l'Ukraine, les combats en Ukraine. C'est-à-dire le premier dirigeant d'après la guerre qui remet en cause les frontières et qui bouscule les frontières par la force armée. Alors si les Européens ne considèrent pas que c'est un danger pour eux-mêmes, eh bien il y a de sérieux doutes à avoir sur leur capacité à analyser une situation. Mais ce que vous dites est vrai. Est-ce que dans le fond, on passe beaucoup de choses à Poutine? Parce que vrai, il va bombarder, effectivement, il fait ce qu'il veut en Syrie. Ils ont en Ukraine. L'Ukraine, ils ont quand même abattu l'avion... Roselyne, comparer la situation géostratégique aujourd'hui vis-à-vis de la Russie à la situation qui était la nôtre au moment des grandes menaces des SS-20, du discours de Mitterrand à Bonn sur les fusées, enfin c'est pas dans ce discours qu'il l'a dit, mais il l'a dit quelques semaines plus tard, les fusées sont à l'est et les pacifistes sont à l'ouest. À l'époque, en 83, oui, à l'époque on avait des centaines de milliers d'hommes américains sur le sol européen. On avait une résistance très forte. Il y avait certes des courants pacifistes en Allemagne à gauche, mais il y avait aussi de la part des démocrates chrétiens une volonté de résister. Mitterrand et la droite étaient quand même décidés. Même Giscard, qui aimait bien les Russes, mais qui avait quand même fait ce qu'il fallait pour amorcer la résistance sur les SS-20. On avait donc quelque chose de costaud, de cohérent et de costaud. Maintenant, l'OTAN, c'est presque plus rien, c'est quelques milliers d'hommes, enfin l'Amérique en tout cas, en un temps c'est quelques milliers d'hommes. Regardez les sondages qui ont été faits par le Pew Center par exemple sur l'attitude qu'on doit avoir en cas d'agression d'un pays de l'OTAN. Ne rien faire, les Allemands surtout, ne rien faire, ne rien bouger. Pour ajouter à ce que dit Jean-Louis, s'il y avait quelque chose sur les États baltes, par exemple, de la part de Vladimir Poutine, il faut au minimum 2 mois pour qu'un contingent américain suffisamment efficace puisse s'installer en Europe. 2 mois, donc ça veut dire qu'il n'y a plus rien en face, justement. Sauf qu'à mon avis, Poutine, malgré tout, ne le fera pas. Il ne le fera pas. C'est quelqu'un de froidement pragmatique, et l'intérêt, le seul peut-être intérêt avec les gens qui sont froidement pragmatiques, c'est qu'ils sont prévisibles et qu'ils respectent les rapports de force. Donc la Crimée, oui, parce qu'ils savaient très bien qu'on n'irait pas, mais parce qu'il y a une écrasante majorité de russophones, de russophiles, ce qui ne légitime pas l'annexion. Mais enfin, c'est une réalité sur le terrain. Les États baltes et par conséquent, l'OTAN, de façon générale, même si c'est entre guillemets ou sans guillemets pas grand-chose, malgré tout, il ne le fera pas. Oui. Facciamo des cordes, comme on dit à Naples. En tout cas, il s'est remis au centre du jeu. Vous voyez, même avec nous, on devait parler d'Obama, on devait parler de l'Europe et des migrants.
Oui, et on en revient toujours, dans le fond, à Poutine. Écoutez, Roselyne, c'était le sujet que vous aviez choisi. C'est vrai, donc de votre part. Oui, bon, on a fait quelques allers-retours, mais bon, c'est le direct après tout, et l'actualité qui commande. Merci à vous, merci Jean-Marie. Donc je rappelle, Frédéric Ancel, le titre de votre livre, Petite leçon de diplomatie, ruses et stratagèmes des grands de ce monde à l'usage de tous, et c'est aux éditions Autrement. Merci Jean-Marie, on se retrouve la semaine prochaine, et merci à Laure Wagner d'avoir préparé cette émission, et merci à tous.